Le secret de la façon dont les Égyptiens de l'Antiquité travaillaient le granit vient peut-être enfin d'être élucidé. Et cela n'a absolument rien à voir avec ce que les égyptologues racontent au monde depuis plus d'un siècle. Pendant des générations, des ingénieurs, des machinistes et des archéologues se sont retrouvés face aux mêmes preuves physiques. Des surfaces de granit aplanies à 1 millième de pouce près, des carottes de forage extraites de sites antiques révélant des rainures en spirale que les fabricants d'outils modernes sont incapables d'expliquer. Des joints entre blocs de pierre si parfaitement assemblés qu'une lame de rasoir ne trouve aucun interstice. Et l'explication que l'archéologie a proposée pour tout cela, à savoir des outils en cuivre, un abrasif de sable et beaucoup de patience, n'a jamais réussi à rendre compte de ce que ces surfaces montrent réellement. Graham Hancock a passé 40 ans à le dire tout haut, 40 ans à être ignoré, raillé lors de conférences, enterré professionnellement par les institutions qui étaient censées se poser les mêmes questions. Au-dessus de la chambre du roi, à l'intérieur de la grande pyramide, 5 chambres supplémentaires sont couvertes de poutres en granit pesant chacune environ 70 tonnes, façonnées, ajustées, mises en place avec une précision qui rend les ingénieurs en structure moderne silencieux lorsqu'ils calculent ce que cela aurait exigé. Puis, en 2022, un spécialiste des matériaux sans aucune formation en égyptologie a effectué le seul test que personne n'avait pris la peine de réaliser depuis un siècle d'examen de ces surfaces. Il a placé du granit antique sous un microscope électronique à balayage. Ce qu'il a découvert, incrusté à l'intérieur de rainures de coupe réalisées il y a 4000 ans, n'aurait pas dû s'y trouver, et cela change complètement la donne. Le mystère qui n'a jamais vraiment été résolu est quelque chose qu'on énonce rarement clairement. Les pyramides ne constituent pas, à proprement parler, le mystère d'ingénierie le plus profond de l'Égypte ancienne. La plupart de ces structures sont en calcaire. Les ingénieurs comprennent le calcaire. Ils peuvent modéliser la façon dont il était extrait, transporté, façonné et empilé. Les calculs sont complexes, mais ils restent accessibles. Le vrai mystère, celui qui hante discrètement les ingénieurs de précision, les tailleurs de pierre professionnels et les spécialistes de la fabrication industrielle depuis plus d'un siècle, c'est le granit. Le granit se situe entre 6 et 7 sur l'échelle de dureté de Mohs. Il est composé de quartz, de feldspath et de mica, des minéraux si résistants à la coupe que même aujourd'hui, avec des outils électriques à pointe diamantée, des systèmes de refroidissement industriels et des machines à commande numériques calibrées au millième de pouce, travailler le granit reste lent, coûteux et éprouvant. Chaque professionnel qui le manipule sait ce que cela représente en temps et en outillage. Pourtant, les Égyptiens de l'Antiquité l'ont façonné avec une précision qui laisse les ingénieurs modernes sans voix. La chambre du roi, à l'intérieur de la grande pyramide, est entièrement construite en blocs de granit dont certains dépassent 70 tonnes. Le temple de la vallée à Gizeh comporte d'imposantes sections en granit assemblées avec des joints si serrés qu'aucune lame ne peut s'y frayer un passage. Des statues bem sculptées dans des blocs de granit uniques, présentant des détails de surface si raffinés que les premiers ingénieurs à les examiner ont eu recours au mot usiné. Et les carottes de forage récupérées sur des sites antiques affichent des rainures en spirale s'enfonçant dans la pierre pleine, à des vitesses d'avance qui ont conduit toute une génération de professionnels de la fabrication à poser leurs calculs et à rester là, à fixer le vide. Chris Dunn a passé plus de 40 ans comme ingénieur de fabrication dans des installations produisant des composants aérospatiaux et industriels de précision. Toute sa carrière, il a travaillé entouré de machines à commande numériques, d'outillage rectifié avec précision et d'instruments de mesure calibrés. Lorsque Dunn a examiné de première main des artefacts égyptiens antiques en granit, sa réaction ne relevait pas de la simple curiosité académique. Il s'est tu. Les tolérances qu'il observait, des surfaces planes à 1 millième de pouce près sur plusieurs mètres, des trous de forage maintenant une circularité parfaite sur toute leur profondeur, n'étaient pas simplement impressionnantes. Elles étaient industrielles. Il a déclaré sans détour que ce que les Égyptiens de l'Antiquité avaient accompli dans le granit égalait ou dépassait les standards de la fabrication moderne. Pas approximativement, pas à peu près, mais précisément. À Assouan,
Des obélisques inachevés gisent encore partiellement extraits de la roche-mère, là où l'extraction s'est arrêtée il y a des milliers d'années. Le plus grand d'entre eux, le fameux obélisque inachevé, aurait pesé plus de 1 000 tonnes s'il avait été mené à son terme. Les marques de découpe visibles dans la tranchée en granit environnante sont nettes, délibérées et géométriquement cohérentes sur des centaines de mètres linéaires, des parois droites, des lignes parallèles, une profondeur uniforme. Quels que soient les outils qui ont produit ces marques, ils ne laissaient pas les signatures irrégulières et accidentées d'un travail improvisé au martelage. Ils laissaient les signatures d'un procédé maîtrisé et reproductible, un procédé qui était parfaitement compris. La réponse officielle est pourquoi elle n'a jamais vraiment fonctionné. Quelle était donc l'explication de l'égyptologie face à tout cela? Des scies en cuivre chargés de sable comme abrasif, des pilons en dolérite et du temps. Voilà la réponse que le domaine répétait et défendait depuis plus d'une centaine d'années. Et le problème n'était pas que cette réponse soit controversée. Le problème, c'est qu'elle fonctionnait à peine. Et les données le disaient depuis des décennies, pour quiconque prenait la peine de regarder attentivement. Le cuivre se situe à environ 2,5 à 3 sur l'échelle de dureté de Mohs. Le composant de quartz dans le granit, lui, est à 7. Lorsqu'on tente de découper un matériau plus dur avec un matériau plus mou, même en utilisant un abrasif comme intermédiaire, l'outil se détruit lui-même avant que la pierre cède de façon significative. Ce n'est pas un argument archéologique, c'est de la science des matériaux élémentaires. C'était de la science des matériaux élémentaires bien avant que quiconque l'applique à l'Égypte ancienne. Dennis Stokes, archéologue expérimental à l'Université de Manchester, a passé des années à concevoir et à mener des tests en laboratoire contrôlé, utilisant des outils en cuivre chargés de sable sur des surfaces de granit. Il a abordé ce projet en croyant au modèle conventionnel. Il voulait démontrer que l'explication acceptée résistait à des conditions expérimentales rigoureuses. Il en est ressorti avec des données qui l'ont profondément mis en difficulté. Une progression mesurée en fractions de millimètres par heure, une dégradation rapide des outils en cuivre eux-mêmes, des entailles de surface rugueuses, inégales, qui ne ressemblaient en rien aux surfaces polies et géométriquement cohérentes trouvées sur les sites de l'Égypte ancienne. Stokes lui-même a reconnu que les expériences soulevaient plus de questions qu'elles n'en résolvaient, et pas des questions différentes. Les mêmes questions qui avaient toujours été là, désormais accompagnées de données quantitatives, confirmant que quelque chose clochait dans le récit standard. Les pilons en dolérite fonctionnent, dans un sens très limité. La percussion peut progressivement façonner même une pierre dure, mais au rythme où ces méthodes opèrent, façonner même une surface de granit modeste nécessite des centaines d'heures de travail. Transposer cet effort à la chambre du roi, avec ses dizaines de blocs de granit massifs, chacun nécessitant des surfaces finies, et le calcul de la main-d'œuvre, pour le seul granit se chiffre en millions d'heures. Et la percussion n'explique toujours pas la précision. On n'obtient pas des surfaces planes au millième de pouce avec des pierres et du métal mou. Pendant 4 décennies, Graham Hancock n'a cessé de revenir sur cet écart. Les preuves physiques sur la pierre ne correspondaient pas à l'explication conventionnelle. Quelque chose manquait dans cette histoire, quelque chose d'assez significatif pour expliquer la différence entre ce que prédit la théorie du cuivre et du sable et ce que les surfaces en granit montrent réellement. Et l'archéologie dominante répondait de la même façon à chaque fois. Hancock manquait de diplômes officiels. Ses remises en question étaient marginales. Il fallait les ignorer jusqu'à ce qu'il trouve ce qui manquait, la découverte. C'est là que l'histoire bascule. C'est là que... En 2022, Hancock s'est associé au docteur Mamdouh Gabeur, un scientifique spécialisé en tribologie, l'étude de la friction, de l'usure et de la lubrification, au sein d'un établissement de recherche de premier plan. Gabeur n'avait aucun intérêt dans le débat sur l'Égypte ancienne. Il n'était pas égyptologue, il n'était historien d'aucune sorte. C'était un scientifique pur et dur, sincèrement curieux face à un problème difficile, qu'il abordait sans aucune idée préconçue sur ce que la réponse était supposée être. Ensemble, ils ont obtenu l'autorisation d'examiner des artefacts en granit de l'Égypte ancienne
à l'aide de deux instruments qui n'avaient jamais été appliqués auparavant à cette question précise: la microscopie électronique à balayage et la spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie. Ce sont des instruments qui révèlent les surfaces au niveau moléculaire, un niveau de détail totalement invisible aux microscopes optiques, invisible à tous les chercheurs qui avaient examiné ces mêmes surfaces au cours du siècle d'études précédent. Gaber s'est approché de l'instrument en s'attendant à trouver exactement ce qu'une centaine d'années d'égyptologie lui avait dit qu'il trouverait: des particules de sable, des résidus de cuivre, l'empreinte chimique d'une abrasion brutale appliquée par un outil plus tendre contre une pierre plus dure. Il était méthodique, il était sceptique. Il n'avait aucune raison d'attendre autre chose qu'une confirmation de l'histoire généralement acceptée. Les résultats du scan revinrent. Rien dans ces données ne correspondait à la signature attendue. Les schémas d'usure n'étaient pas les bons. Les profils de rayures ne correspondaient pas au sable. Et lorsque Gaber isola et identifia ce qui était réellement incrusté à l'intérieur de ces rainures de coupe vieille de 4000 ans, il s'écarta de l'instrument. Il examina les données une nouvelle fois. Puis il appela Hancock dans le laboratoire. L'oxyde d'aluminium est random, classé 9 sur l'échelle de dureté MO, plus dur que tout ce que les gisements géologiques naturels d'Égypte peuvent produire sous une forme utilisable à des fins industrielles, juste en dessous du diamant sur l'ensemble de l'échelle de dureté. Ce même minéral qui, à l'état cristallin naturel, constitue les rubis et les saphirs, ce même minéral dont la fabrication moderne dépend chaque jour pour couper, meuler, façonner et finir les matériaux d'ingénierie les plus durs que l'industrie connaisse. Présent là, profondément incrusté dans des entailles réalisées avant que Rome n'existe, avant que la Grèce n'ait inscrit son nom dans l'histoire, avant que la majeure partie de ce que nous appelons la civilisation enregistrée n'ait produit sa première phrase complète. Gaber a décrit cette importance en des termes simples et directs. Sur l'échelle MO, le diamant se trouve tout en haut. L'étape suivante, la plus significative, est l'oxyde d'aluminium. Cet écart explique précisément pourquoi l'industrie en dépend. Il coupe ce que presque rien d'autre ne peut entamer. Et voilà qu'on le retrouvait dans d'anciennes rainures, sur des surfaces que tous les égyptologues du monde avaient examinées, en supposant qu'elles ne contenaient rien de plus inhabituel que du sable ordinaire du désert. Ce que le corindon signifie réellement. Voici ce qui a laissé tout le monde sans voix. Le corindon n'existe pas naturellement en Égypte sous une forme ou en une concentration utilisable à des fins industrielles. Les gisements significatifs les plus proches se trouvent dans des régions commerciales, avec lesquelles l'Égypte ancienne entretenait des réseaux d'échange à longue distance. Trouver du corindon incrusté dans d'anciennes rainures de coupe n'était pas seulement surprenant, cela avait des implications d'une profonde portée. Quelqu'un devait savoir ce qu'était le corindon, quelqu'un devait savoir où se le procurer, quelqu'un devait savoir comment le traiter, comment le broyer, quelle granulométrie convenait à quels usages, comment le mélanger à un liquide pour former une boue abrasive efficace. Et quelqu'un devait comprendre précisément pourquoi cela fonctionnait, à un niveau suffisamment élaboré pour transmettre ce savoir à travers les décennies et les générations nécessaires à la construction des monuments ainsi érigés. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas de l'improvisation, c'est un savoir profond, systématique, délibérément cultivé et transmis à travers le temps. Ce que Gaber dit ensuite explique pourquoi cette découverte ne peut pas être écartée d'une simple note de bas de page. Utiliser le corindon efficacement exige une compréhension véritablement élaborée de la dureté des minéraux. Il faut expérimenter, il faut tester de manière systématique, il faut broyer le matériau à des granulométries précises, évaluer les résultats, affiner et recommencer les tests. Le processus d'optimisation n'est ni évident ni intuitif. Il exige le type d'investigation matérielle itérative que nous reconnaissons formellement aujourd'hui, comme la discipline de la science des matériaux. Il était catégorique. Ce n'était pas de l'improvisation heureuse. C'était un savoir matériel systématique appliqué 4000 ans avant que quiconque ait inventé un nom pour ce domaine. Le secret ne résidait pas uniquement dans un minéral. Il résidait dans tout ce que ce minéral révélait sur ceux qui l'utilisaient. Les expériences. Une seule observation au microscope constitue une preuve.
pas une démonstration définitive. Hancock comprenait clairement cette distinction, et il savait ce qui devait venir ensuite. Au début de l'année 2023, il organisa une série d'essais expérimentaux contrôlés, un atelier, des blocs de granit, des outils en cuivre, 3 abrasifs testés en parallèle dans des conditions entièrement documentées, avec des tailleurs de pierre expérimentés et des spécialistes en sciences des matériaux travaillant côte à côte. Premier abrasif, le sable. L'explication conventionnelle, la réponse que l'égyptologie répétait depuis plus d'un siècle. Deuxième abrasif, la poudre de quartz, légèrement plus dure que le sable et disponible en quantité raisonnable dans l'Égypte ancienne. Troisième abrasif, une boue composée de corindon et de quartz. L'hypothèse que les analyses microscopiques avaient laissé entrevoir. Les résultats ne souffraient aucune ambiguïté. Du cuivre chargé de sable atteignait environ 1/2 millimètre de profondeur de coupe par heure, désespérément lent, et les outils en cuivre eux-mêmes se dégradaient à une vitesse alarmante. Les surfaces taillées étaient rugueuses, irrégulières, et ne ressemblaient en rien à la précision observée sur les sites antiques. Après un siècle de répétition en tant qu'explication officielle, le sable produisait des résultats qu'aucun artisan de cet atelier n'aurait jugés acceptables. Le cuivre chargé de poudre de quartz atteignait environ 0,8 mm par heure, légèrement plus performant, mais toujours totalement insuffisant pour expliquer les surfaces et les vitesses d'avance documentées par des ingénieurs étudiant le granit égyptien antique. Puis, ils ont chargé le cuivre avec la boue abrasive de corindon quartz, plus de 3 mm, soit 6 fois plus vite que le sable. Les outils en cuivre duraient bien plus longtemps. Les surfaces découpées étaient lisses, nettes et géométriquement précises. Vint ensuite la série de tests de forage. C'est là que le silence s'est installé dans la salle. La boue de corindon produisait des carottes avec des rainures en spirale, reproduisant exactement le motif observé sur les carottes de forage égyptiennes antiques. Ces mêmes rainures qui avaient déconcerté les ingénieurs en fabrication pendant des décennies. Ces mêmes rainures que les expériences utilisant du cuivre et du sable n'avaient jamais réussi à reproduire, quelles que soient les conditions tentées. Là, dans cet atelier, fraîchement découpé dans du granit moderne à l'aide de géométrie d'outils anciens et de la technologie abrasive retrouvée. Nick Giza a passé des décennies comme tailleur de pierre professionnel, travaillant le granit. Il l'a taillé, façonné et fini commercialement tout au long de sa carrière. Lorsque la boue abrasive a été remplacée par du corindon dans cet atelier, il a déclaré que le changement fut immédiat et sans équivoque. Le cuivre avait cessé de résister au granit pour commencer à guider l'abrasif. La coupe est devenue fluide. La vitesse a augmenté, l'usure de l'outil a diminué. Il a dit que c'était la première fois de toute sa vie professionnelle, en observant des méthodes antiques appliquées à de la pierre moderne, qu'il pouvait réellement voir comment les anciens s'y prenaient, non pas de façon théorique, ni comme une déduction tirée de données, mais physiquement, en temps réel, les mains sur les outils. Mais les expériences ont également révélé quelque chose que personne n'avait pleinement anticipé. La boue de corindon exigeait une véritable maîtrise acquise par la pratique. Trop liquide, elle perdait sa capacité de coupe. Trop épaisse, elle obstruait la rainure. La pression devait rester constante. La vitesse d'avance devait être maîtrisée. Chaque variable comptait, et la marge d'erreur était étroite. Ce n'était pas un procédé que l'on pouvait confier à une main-d'œuvre non qualifiée avant de s'en aller. Il exigeait des artisans ayant consacré leur carrière à perfectionner leur technique. Un savoir transmis de maître à apprenti, de génération en génération, sur toute la durée de la construction. 3 lignes de preuves indépendantes, l'analyse microscopique, la réplication expérimentale et les données quantitatives en sciences des matériaux, convergeaient toutes vers la même conclusion. Le secret avait été retrouvé. Mais Hancock savait ce qui allait suivre, car il s'était déjà trouvé dans cette situation. Les gardiens du temple Hancock a présenté ses découvertes lors d'une conférence de sciences des matériaux à la fin de 2023. Non pas une conférence d'archéologie, mais une salle remplie d'ingénieurs, de physiciens et de spécialistes en sciences des matériaux.
des professionnels qui évaluent les preuves selon leur valeur intrinsèque et n'ont aucun intérêt territorial dans le récit officiel sur l'Égypte antique. La réaction de ce public fut largement favorable. Le docteur James Harold, archéologue-géologue ayant consacré des décennies à l'étude des méthodes d'extraction antique en Égypte, a reconnu quelque chose de notable. Les boues abrasives ne se conservent pas dans les archives archéologiques. Elles sont utilisées, accomplissent leur travail, puis disparaissent. Les traces de corindon incrustées dans les surfaces de coupes antiques représentent peut-être les meilleures preuves physiques jamais récupérables pour ce type de technologie. Il a qualifié la méthodologie de solide et la découverte de genuinement significative. Puis les résultats sont parvenus à l'égyptologie traditionnelle, et c'est là que l'histoire prend un autre tournant. Certains archéologues ont réagi honnêtement et posé exactement les bonnes questions. Quelle quantité de corindon une taille de granit à grande échelle aurait-elle nécessité sur l'ensemble de la durée de construction? Existe-t-il des preuves archéologiques directes du corindon intégré dans les réseaux commerciaux égyptiens durant les dynasties concernées? Les traces incrustées dans ces rainures antiques pourraient-elles témoigner d'une contamination postérieure plutôt que d'un usage originel? Ces questions sont tout à fait légitimes sur le plan scientifique. Une bonne démarche scientifique les pose, les explore et suit les preuves là où elles mènent. Hancock les accueillait favorablement, car ce sont précisément les questions qui permettent d'approfondir la compréhension, à condition que quelqu'un soit réellement prêt à faire le travail. Mais une large partie de l'establishment académique n'a pas du tout engagé le débat sur le fond scientifique. Ce qu'ils ont attaqué, c'est le nom Graham Hancock, l'outsider, l'auteur d'Empreintes des dieux, l'homme qu'ils avaient passé 40 ans à présenter comme un pseudo-scientifique sans diplôme et sans légitimité pour remettre en cause leur domaine. Leur position était explicite et constante. L'implication de Hancock entache toute découverte, indépendamment de sa valeur scientifique. Les données ne comptaient pas, la réplication expérimentale ne comptait pas. Les scientifiques accrédités qui se tenaient à ses côtés ne comptaient pas. Le nom associé au projet suffisait à le disqualifier, un point c'est tout. Hancock l'a abordé directement lors d'une interview en 2024. Il a rapporté que des égyptologues lui avaient dit clairement que, même s'il avait raison à propos du corindon, ce n'était pas à lui de le dire, que l'absence de diplôme archéologique officiel l'écartait de la discussion, et ce, même lorsqu'il se trouvait aux côtés de scientifiques reconnus, présentant des données expérimentales reproductibles dans des contextes soumis à l'examen par les pairs. Il l'a formulé simplement. Ce n'a jamais été une question de vérité, c'était une question de savoir qui détient l'autorité sur le récit. Réfléchissez à ce que cela signifie concrètement. Les rainures ont toujours été là. Le microscope électronique à balayage existe depuis des décennies avant que quiconque ne l'applique à ses surfaces. Les expériences contrôlées contrôlées auraient pu être conçues et réalisées à n'importe quel moment au cours des 50 dernières années, par n'importe qui disposant d'un atelier, d'outils en cuivre et de 3 niveaux d'abrasifs. Le secret ne se cachait pas. Les institutions qui se réclamaient de l'autorité sur le sujet n'ont simplement jamais posé la question. Et lorsqu'un outsider l'a posée à leur place et est revenu avec une réponse, elles ont réagi en s'attaquant au messager plutôt qu'en examinant le message. Les preuves se moquent des diplômes. L'hypothèse du corindon continue de gagner du terrain parmi les ingénieurs, les spécialistes des matériaux et un nombre croissant d'archéologues prêts à examiner les données sur leurs mérites propres, peu importe qui les a mises en lumière. Voilà ce que tout cela nous oblige à accepter. La découverte du corindon ne valide pas l'ensemble des affirmations que Graham Hancock a jamais formulées. Ses propositions plus larges concernant des civilisations disparues et des cultures avancées d'avant l'ère glaciaire restent un territoire véritablement contesté, et ces débats se poursuivront selon leurs propres termes. C'est une conversation distincte. Mais sur cette question précise, comment les anciens Égyptiens ont-ils taillé et poli le granit avec une précision que les ingénieurs modernes ne parviennent pas à expliquer à l'aide des outils proposés par l'égyptologie? Les preuves apportent désormais une réponse claire, et l'explication conventionnelle ne peut plus simplement l'écarter. Ce que la découverte nous force à admettre, c'est ceci.
Si les anciens Égyptiens utilisaient délibérément des mélanges abrasifs à base de corindon dans leur travail du granit, et les preuves microscopiques l'indiquent, et la réplication expérimentale confirme que cela fonctionne, alors l'ensemble de leur profil technologique doit être réécrit. Ils maîtrisaient la dureté des minéraux à un niveau bien supérieur à tout ce qu'avait supposé l'égyptologie. Ils entretenaient des réseaux commerciaux sur de longues distances, spécifiquement pour se procurer un matériau industriel qui n'existait pas sous forme utilisable dans la vallée du Nil. Ils avaient maintenant mis au point des techniques de traitement pour ce matériau, le broyer jusqu'aux granulométries optimales, le mélanger selon des consistances précises pour différentes applications, tester et affiner sur des générations, ce qui constitue une véritable science des matériaux pratiquée des milliers d'années, avant que la révolution industrielle ne formalise cette discipline. Et ils ont transmis ce savoir tout au long de la période de construction, de main experte en main experte, de maître à apprenti, à travers des décennies et des générations de labeur. Ils n'agissaient mis pas par instinct. Ils n'improvisaient pas avec la pierre et le métal disponible au hasard. Ils étaient les praticiens d'un artisanat sophistiqué, fondé sur une connaissance systématique des matériaux. Ils n'étaient pas primitifs. Ils n'avaient pas de chance. Ils étaient brillants. Et ils ont attendu 4000 ans que quelqu'un pointe le bon instrument sur la bonne surface pour enfin s'en apercevoir. Ce qui devrait troubler quiconque se soucie de la façon dont la connaissance fonctionne, c'est la conclusion de cette histoire. La réponse a toujours été là. Les laboratoires de tribologie existent. Le microscope électronique à balayage existait. Le cadre expérimental contrôlé, capable de tester ces techniques de fabrication anciennes, existait depuis des décennies avant que quelqu'un l'applique enfin à cette question. Personne n'a effectué le test. Personne n'a examiné des rainures de coupe vieilles de 4000 ans avec des instruments capables de révéler ce qui était réellement conservé à l'intérieur. Personne ne s'est demandé si la pierre elle-même pourrait encore contenir les traces microscopiques des outils qu'il avait façonnés. À la place, des générations de chercheurs ont répété les mêmes suppositions jusqu'à ce que celles-ci se figent en histoire acceptée. Puis Hancock a passé un seul coup de téléphone, non pas à un autre égyptologue, non pas à quelqu'un ayant tout intérêt à défendre des décennies de consensus archéologique. Il a contacté un spécialiste des matériaux, un expert qui n'avait jamais consacré sa carrière à débattre de la construction des pyramides, qui n'avait aucun investissement professionnel dans le résultat, et qui a abordé l'épreuve avec la seule chose que la science exige par-dessus tout, une curiosité guidée par la mesure. La pierre ne savait pas ce que disait le manuel, elle a simplement conservé l'épreuve. Cet échec n'appartient pas à Graham Hancock, il appartient aux institutions qui ont revendiqué la propriété de ce sujet pendant près de 2 siècles. Elles disposaient de toutes les ressources, de tous les laboratoires, de tous les microscopes et de tous les outils analytiques nécessaires pour examiner ces questions de manière approfondie. Pourtant, cette investigation n'a jamais été jugée nécessaire, car la conclusion avait déjà été rédigée. Les récits bien établis sont toujours plus confortables que les questions difficiles. Les institutions créées pour préserver les récits acceptés deviennent rarement celles qui les renversent. Dès lors que les carrières, les manuels scolaires, les expositions muséales et les départements universitaires s'organisent autour d'une explication particulière, la remettre en cause devient de plus en plus difficile. Non pas parce que les preuves sont fragiles, mais parce que modifier le récit implique d'admettre que des questions essentielles n'ont jamais été posées. Ils ont hérité d'une réponse. Ils ont construit leur identité professionnelle autour d'elle et ils l'ont défendue. Non pas parce que les preuves physiques exigeaient cette conclusion. Les preuves physiques n'avaient en réalité jamais été examinées à ce niveau microscopique. Mais parce que remettre en question un siècle de certitude institutionnelle requiert quelque chose que les diplômes seuls ne peuvent pas fournir. Cela exige une humilité intellectuelle. Hancock a ensuite apporté des preuves, non pas une théorie, non pas des spéculations, non pas une nouvelle reconstruction imaginative du passé antique. Il a présenté des preuves physiques enfouies dans du granit vieux de 4000 ans, des réplications expérimentales que des ingénieurs pouvaient reproduire dans des ateliers modernes, des signatures d'usure microscopiques confirmées par des tests en laboratoire,
et une évaluation des matériaux réalisée par des spécialistes reconnus qui n'avaient absolument aucune raison de soutenir une conclusion controversée. En réalité, leur réputation professionnelle dépendait du rejet de résultats incapables de résister à un examen scientifique rigoureux. C'est précisément pour cela que ces découvertes sont importantes, parce que le granit ne réagit pas aux opinions. Il répond uniquement à la physique. Les preuves indiquent une solution remarquablement sophistiquée. Les anciens Égyptiens taillaient le granit en utilisant des boues abrasives à base de corindon, une technologie nécessitant non seulement une compréhension de la dureté et du comportement des minéraux, mais aussi des réseaux d'approvisionnement organisés capables d'acquérir des matériaux abrasifs rares, des pratiques de fabrication standardisées et des générations de savoir-faire pratiques accumulées, affinées par l'expérience plutôt que par la théorie écrite. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était une tradition d'ingénierie, une tradition développée au fil des siècles par des artisans qui comprenaient leurs matériaux avec une précision extraordinaire. Ils ont découvert des techniques qui maximisaient les propriétés des minéraux naturels, ont perfectionné ces techniques grâce à des expérimentations répétées et les ont transmises de génération en génération jusqu'à ce qu'elles fassent partie d'un artisanat hautement spécialisé. Puis, quelque part dans l'histoire, ce savoir a disparu, non pas parce qu'elle n'a jamais existé, mais parce que les civilisations évoluent, les routes commerciales s'effondrent, les artisans qualifiés disparaissent. Des techniques qui semblaient autrefois banales tombent dans l'oubli, ne laissant derrière elles que des monuments qui paraissent impossibles aux générations suivantes, celles qui ne possèdent plus les méthodes ayant servi à les créer. Et pendant plus d'une centaine d'années, les chercheurs modernes ont regardé directement ces monuments, en supposant que la réponse avait déjà été trouvée. Si Hancock avait raison sur ce point, après avoir passé 4 décennies à se faire dire qu'il avait tort par presque toutes les grandes institutions du domaine, on se retrouve face à une question qu'il devient impossible d'ignorer. Qu'est-ce que le récit officiel a mal compris d'autre? Combien d'autres technologies anciennes ont été rejetées comme impossibles simplement parce que personne ne les avait jamais examinées avec les bons instruments? Combien de techniques de fabrication oubliées restent cachées dans des collections muséales, conservées dans leurs moindres détails microscopiques, attendant que quelqu'un soit prêt à poser une question différente? Combien de découvertes reposent tranquillement à l'intérieur d'artefacts en pierre que des milliers de chercheurs ont déjà manipulés, sans réaliser que les preuves étaient là depuis le début? L'histoire nous a déjà surpris. Elle nous surprendra presque certainement encore. La preuve se trouve dans le corindon. Le corindon se trouve dans le granit. Et le granit attend depuis plus de 4000 ans, silencieux, patient, préservant son propre témoignage jusqu'à ce que la science développe enfin les outils nécessaires pour le lire. La plus grande énigme n'a peut-être jamais été de savoir comment les pyramides ont été construites. La plus grande énigme était peut-être de comprendre pourquoi il nous a fallu si longtemps pour interroger la pierre elle-même. Si tout cela a changé votre façon de voir le monde antique, abonnez-vous, parce que les secrets ne s'arrêtent pas ici, et nous non plus.